La chatte, Colette, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 3. À son réveil, il ne s'assit pas d'un bond sur son lit. Hanté dans son sommeil par la chambre étrangère, il entr'ouvrit ses cils et prouva que la ruse et la contrainte ne l'avaient pas tout à fait quitté pendant son sommeil, car son bras gauche, étendu, délégué aux confins d'une steppe de toile, se tenait prêt à reconnaître, prêt aussi à repousser. Mais tout le vaste lit, à sa gauche, était vide et rafraîchi. N'était en face du lit l'angle à peine arrondi de la chambre à trois parois et l'insolite obscurité verte, et la tige de clarté vive, jaune comme une canne d'ambre, qui séparait deux rideaux d'ombre raides. À l'un se fut rendormi, bercé d'ailleurs par une petite chanson nègre à bouche fermée. Avec précaution, il tourna la tête, entr'ouvrit les yeux, et vit tantôt blanche, tantôt bleu clair, selon qu'elle baignait dans l'étroit ruisseau de soleil ou qu'elle regagnait la pénombre, une jeune femme nue, un peigne à la main, la cigarette aux lèvres, qui fredonnait. C'est du toupet, pensa-t-il. Toute nue, où se croit-elle? Il reconnut les belles jambes qui lui étaient dès longtemps familières, mais le ventre, raccourci par le nombril, placé un peu bas, l'étonna. Une jeunesse impersonnelle sauvait la fesse musclée, et les seins étaient légers au-dessus des côtes visibles. Elle a donc maigri. L'importance du dos, aussi large que la poitrine, choqua Alain. Elle a le dos peuple. Justement, Camille s'accouda à l'une des fenêtres, bomba le dos et remonta les épaules. Elle a un dos de femme de ménage. Mais elle se redressa soudain, dansa deux enjambées, fit un geste charmant d'étreinte dans le vide. Non, ce n'est pas vrai, elle est belle. Mais quel culot! Elle me croit mort? Ou bien elle trouve tout naturel de se balader toute nue? Oh, mais ça changera. Comme elle se tournait vers le lit, il referma les yeux. Quand il les rouvrit, Camille s'était assise devant la coiffeuse, qu'il nommait la coiffeuse invisible. Une planche translucide, de beau cristal épais posé sur une armature d'acier noir. Elle poudra son visage, palpa du bout des doigts sa joue, son menton, et tout à coup sourit en détournant son regard, avec une gravité et une lassitude qui désarmèrent Alain. Elle est donc heureuse? Heureuse de quoi? Je ne le mérite guère. Mais pourquoi est-elle nue? Camille, cria-t-il. Il croyait qu'elle allait fuir vers la salle de bain, croiser ses mains sur son sexe, voiler ses seins de quelque lingerie froissée. Mais elle accourut, se pencha sur le jeune homme couché, et lui apporta, blotti sous ses bras, réfugié dans l'algue d'un bleu sombre qui fleurissait son petit ventre quelconque, sa vigoureuse odeur de brune. « Mon chéri, tu as bien dormi ?» Toute nue, reprocha-t-il. Elle agrandit comiquement ses grands yeux. « Ben, et toi ?» Découvert jusqu'à la ceinture, il ne sut que répondre. Elle paradait pour lui, si fière, et si loin de la pudeur qui lui jeta, un peu rudement, le pyjama froissé qui gisait sur le lit. « Vite, mets ça. J'ai faim, moi. » La merbuque est à son poste. Tout marche et tout fonctionne. Elle disparut, et Alain voulut se lever, se vêtir, lisser ses cheveux mêlés. Mais Camille revint ficelée dans un gros peignoir de bain neuf et trop long. Elle portait gaiement un plateau chargé. Quelle salade, mes enfants! Il y a un bol de cuisine, une tasse en pyrex, le sucre dans un couvercle de boîte, tout ça se tassera. Mon jambon est sec. Ces pêches chlorotiques, c'est des restes du lunch. La mère Buck est un peu perdue dans sa cuisine électrique. Je lui apprendrai à remettre les plombs. Et puis j'ai versé de l'eau dans les compartiments à glace du frigidaire. Ah, si je n'étais pas là! Monsieur a son café très chaud, et son lait bouillant, et son beurre raide. Non, ça c'est mon thé, ne touche pas. Qu'est-ce que tu cherches? Non, rien. À cause de l'odeur du café, il cherchait ça. Quelle heure est-il? Enfin un mot tendre, s'écria Camille. Très tôt, mon époux. J'ai vu 8h15 au réveil de la cuisine. Ils mangèrent en riant fréquemment et en parlant peu.
À l'odeur croissante des rideaux de toile cirée verte, Alain devinait la force du soleil qui les échauffait, et il ne pouvait détacher sa pensée de ce soleil extérieur, de l'horizon étranger, des 9 étages vertigineux, de la bizarre architecture du quart de brie qui, pour un temps, les abritait. Il écoutait Camille aussi bien qu'il le pouvait, touché qu'elle feignît l'oubli de ce qu'il s'était passé entre eux la nuit, qu'elle affectât l'expérience dans ce logis de hasard, et la désinvolture d'une vieille mariée de 8 jours au moins. Depuis qu'elle était vêtue, il cherchait comment lui témoigner sa gratitude. Elle m'en veut ni de ce que je lui ai fait, ni de ce que je lui ai pas fait, pauvre petite. Enfin, le plus embêtant est passé. Est-ce souvent cet à peu près, cette meurtrissure, une première nuit, ce demi-succès, ce demi-désastre? Cordialement, il lui passa son bras au cou et l'embrassa. Oh, tu es gentil. Elle avait crié si haut d'un tel cœur qu'elle rougit, et il lui vit les yeux pleins de larmes. Mais courageusement, elle fuit leur émotion et sauta du lit sous prétexte d'emporter le plateau. Elle courut vers les fenêtres, se prit le pied dans son peignoir trop long, jura un gros juron et se suspendit à un cordage de bateau. Les rideaux de toile cirée se replièrent. Paris, avec sa banlieue bleuâtre et sans bornes, comme le désert, taché de verdure encore claire, de verrières d'un bleu d'insectes, entrèrent d'un bond dans la chambre triangulaire, qui n'avait qu'une paroi de ciment, les 2 autres étant de verre à mi-hauteur. C'est beau, dit Alain à mi-voix. Mais il mentait à demi, et sa tempe cherchait l'appui d'une jeune épaule, d'où glissait le peignoir éponge. Ce n'est pas un logis humain, tout cet horizon chez soi dans son lit, et les jours de tempête, abandonné au sommet d'un phare, parmi les albatros. Le bras de Camille, qui l'avait rejoint sur le lit, lui tenait le cou, et elle regardait, sans peur, tour à tour, les vertigineuses limites de Paris et la blonde tête désordonnée. Sa fierté nouvelle, qui semblait faire crédit à la prochaine nuit, au jour suivant, se contentait sans doute des licences d'aujourd'hui, foulait le lit commun, étayé, de l'épaule et de la hanche, un corps nu de jeune homme, s'habituer à sa couleur, à ses courbes, à ses offenses, appuyer avec assurance le regard sur les secs petits tétons, les reins qu'elle enviait, l'étrange motif du sexe capricieux. Ils mordirent la même pêche insipide, rirent en se montrant leurs belles dents mouillées, leurs gencives un peu pâles d'enfants fatigués. Cette journée d'hier, soupira Camille, quand on pense qu'il y a des gens qui se marient si souvent. La vanité lui revint, et elle ajouta, c'était d'ailleurs très bien, aucun accroc, n'est-ce pas? Oui, dit Alain mollement. Oh, toi, c'est comme ta mère, hein. Je veux dire que du moment qu'on n'abîmait pas le gazon de votre jardin et qu'on ne jetait pas de mégots sur votre gravier, vous trouviez tout très bien, n'est-ce pas? N'empêche que notre mariage aurait été plus joli à Neuilly. Seulement, ça aurait dérangé la chatte, sacro-sainte. Dis, méchant, dis. Qu'est-ce que tu regardes tout autour de toi? Rien, dit-il sincèrement, puisqu'il n'y a rien à regarder. J'ai vu la coiffeuse, j'ai vu la chaise, nous avons vu le lit. Tu ne vivrais pas ici? Moi je m'y plais bien. Songe, 3 pièces et 3 terrasses. Si on y restait? On dit si nous y restions. Alors pourquoi dis-tu on dit? Si on y restait, comme nous disions. Mais Patrick revient de sa croisière dans 3 mois. La belle affaire, il revient. On lui explique qu'on veut rester et on le fout dehors. Oh, tu ferais ça? Elle secoua affirmativement sa huppe noire avec une rayonnante et féminine aisance dans la malhonnêteté. Alain voulut la regarder sévèrement, mais sous son regard, Camille changea, devint craintive, comme il se sentait craintif lui-même. Alors, il lui baisa la bouche précipitamment. Muette, empressée, elle lui rendit le baiser en cherchant d'un mouvement des reins le creux du lit. En même temps, sa main libre, qui serrait un noyau de pêche, tâtonnait dans l'air à la rencontre d'une tasse vide ou d'un cendrier. Penché sur elle, il attendit, en la flattant de la main, que sa compagne eût rouvert les yeux. Elle serrait ses cils sur 2 petites larmes scintillantes, qu'elle ne voulait pas laisser couler. Il respecta cette discrétion et cette fierté. Ils avaient fait de leur mieux, elle et lui, en silence, aidés par la chaleur matinale, par leurs 2 corps odorants et faciles.
Alain se souvenait du souffle accéléré de Camille et qu'elle avait fait preuve d'une chaude docilité, d'un zèle un peu intempestif, si agréable. Elle ne lui rappelait aucune femme. Il n'avait pensé, en la possédant pour la seconde fois, qu'au ménagement qu'elle méritait. Elle gisait contre lui, bras et jambes mollement pliés, les mains à demi fermées et félines pour la première fois. Où est ça? Machinalement, il esquissa sur Camille une caresse pour sa... Les ongles promenaient délicatement le long du ventre. Elle cria de saisissement et raidit ses bras, dont l'un gifla Alain qui faillit lui rendre coup pour coup. Assise, l'œil hostile sous une huppe de cheveux dressés, Camille le menaçait du regard. « Est-ce que tu serais vicieux par hasard ?» Il n'attendait rien de pareil, et éclata de rire. « Il n'y a pas de quoi rire, cria Camille. On m'a toujours dit que les hommes qui chatouillent les femmes sont des vicieux, et même des sadiques. » Il quitta le lit pour mieux rire, en oubliant qu'il était nu. Camille se tut si brusquement qu'il se retourna et surprit son visage épanoui, ébahi, attentif à tout ce jeune homme qu'une nuit de mariage venait de lui donner. « Je prends la salle de bain 10 minutes, tu permets ?» Il ouvrit la porte de glace pratiquée à une des extrémités de la paroi la plus longue qu'il nommait l'hypoténuse. « Et puis je passerai 1 minute chez ma mère. »« Oui, tu ne veux pas que je t'accompagne ?» Il parut choqué, et elle rougit pour la première fois de la journée. « Je verrai si les travaux... »« Oh, les travaux, ils t'intéressent, toi, les travaux ? Avoue. » Elle croisa les bras en tragédienne. « Avoue que tu vas voir ma rivale. »« Ça n'est pas ta rivale, dit Alain simplement. »« Comment serait-elle ta rivale, poursuivit-il en lui-même. Tu ne peux avoir de rivale que dans l'impur. » Je n'avais pas besoin d'une protestation aussi sérieuse, mon chéri. Va vite. Tu n'oublies pas qu'on déjeune chez le père Léopold, en garçon, enfin garçon. Tu rentreras tôt, tu n'oublies pas qu'on rôde, tu m'entends ? Il entendait surtout que le mot rentrer prenait une signification nouvelle, saugrenue, peut-être inacceptable, et il regarda Camille de biais. Elle arborait, revendiquait sa fatigue de jeune mariée, le gonflement léger de sa paupière inférieure sous l'angle ouvert du grand œil. Auras-tu un jour, à toute heure, dès que tu sors du sommeil, un si grand œil? Ne sais-tu pas fermer les yeux à demi? Ça me fait mal à la tête de voir des yeux si ouverts. Il trouvait un plaisir déshonnête, une commodité évasive à l'interpeller en lui-même. C'est moins désobligeant que la sincérité en somme. Il eut hâte d'atteindre la baignoire carrée, l'eau chaude, une solitude propice à la méditation. Mais comme la porte de miroir ménagée dans l'hypoténuse le réfléchissait de la tête aux pieds, Alain l'ouvrit avec une lenteur complaisante et ne se pressa pas de la refermer. Pour sortir de l'appartement, 1 heure après, il se trompa, déboucha sur l'une des terrasses qui bordaient le quart de brie et reçut en plein visage le sec coup d'éventail du vent d'est qui bleuissait Paris, emportait les fumées et décapait au loin le Sacré-Cœur. Sur le parapet de ciment, 5 ou 6 vases, apportés par des mains bien intentionnées, contenaient des roses blanches, des hydrangeas, des lys souillés de leur pollen. Ça n'est jamais joli le dessert de la veille. Pourtant, il abrita du vent, avant de descendre, les fleurs malmenées.